Mon père s'est moqué de moi devant tout le monde, toujours célibataire à 35 ans. J'imagine que le nouvel an, ce sera juste toi et tes regrets. Ma mère m'a lancé un regard froid. Certaines personnes sont seules pour une raison. J'ai souri et j'ai dit, je ne suis pas seul. Je suis marié depuis des années. Vous n'avez tout simplement jamais été invité. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père a frappé la table. Explique Théoï. Maintenant. Mon nom est Juliette Whitfield, et j'avais 35 ans lorsque mon père a décidé de transformer le réveillon du Nouvel An en tribunal, faisant de moi l'affaire que tout le monde était autorisé à juger. Nous étions assis autour de la table à manger de mes parents, les assiettes encore chaudes, les verres à moitié pleins. Le genre de dîner de famille où l'on sourit pour les photos avant de dire des choses qu'on ne voudrait jamais voir enregistrées. Les enfants de mon frère riaient dans la pièce d'à côté. Ma mère lissait une serviette sur ses genoux, comme si elle savait déjà qu'une chose blessante allait arriver, et qu'elle avait choisi de ne pas l'arrêter. Puis mon père a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit avec un petit rire. Toujours célibataire à 35 ans? On dirait que le nouvel an, c'est juste toi et tes regrets. Quelques personnes ont gloussé, parce que c'était plus facile que d'admettre que c'était cruel. J'ai gardé ma main autour de mon verre et n'ai rien dit. Ma mère m'a regardé avec cette expression froide et polie qu'elle réservée au moment où elle voulait paraître douce tout en blessant profondément. Certaines personnes sont seules pour une raison, a-t-elle dit. C'est à ce moment-là que la pièce a changé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire. Juste assez pour que je sente 8 ans de silence monter dans ma poitrine, d'un seul coup. Mon père s'est penché en arrière, satisfait, comme s'il avait enfin dit ce que tout le monde pensait. Alors, j'ai posé mon verre. Avec précaution, les regarder à travers la table, et j'ai souri. Je ne suis pas seul, ai-je dit. Je suis marié depuis des années. Vous n'avez simplement jamais été invité. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon frère a arrêté de mâcher. Le sourire de mon père a disparu si vite que cela a presque semblé douloureux. Puis sa paume a frappé la table assez fort pour faire trembler l'argenterie. Explique-toi maintenant. Et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à le faire. Avant de vous raconter ce qui s'est passé. Ensuite, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait chez vous. Je veux juste savoir jusqu'où mon histoire peut voyager. Pour comprendre pourquoi ces mots ont atterri comme une allumette sur deux. L'essence, il faut comprendre le genre de famille dont je venais. Mon père, Grant Whitfield, avait passé la majeure partie de sa vie adulte à diriger une petite agence bancaire à Greenville, en Caroline du Sud. Et même après sa retraite, il se comportait toujours comme si chaque pièce avait un grand livre que lui seul savait équilibrer. Il aimait les chiffres clairs, les pelouses impeccables, les réputations irréprochables, et les familles qui avaient bonne allure de l'extérieur. Ma mère, Diane Whitfield, avait travaillé pendant des années au bureau d'une école primaire, ce qui signifiait qu'elle avait maîtrisé l'art de sourire gentiment tout en jugeant tout, des chaussures de quelqu'un à la façon dont il élevait ses enfants. Ce n'étaient pas des monstres. Ce serait trop simple. Ils payaient leurs factures à temps, envoyaient des cartes d'anniversaire, se montraient à l'église, apportaient des casseroles aux voisins malades, et savaient exactement quoi dire quand la famille de quelqu'un d'autre était en difficulté. Mais à l'intérieur de notre maison, l'amour était toujours assorti d'une forme que l'on s'attendait à respecter. Mon frère aîné, Caleb Whitfield, correspondait parfaitement à cette forme. Il s'est marié jeune, a acheté une maison à 15 minutes de mes parents, a eu 2 enfants avec sa femme Marissa, a entraîné la petite ligue, faisait des barbecues le dimanche, et publiait le genre de photos de famille que mes parents pouvaient montrer aux gens sans rien expliquer. Pour mon père, Caleb était la preuve qu'il avait élevé au moins un enfant correctement. Pour ma mère, la vie de Caleb était sûre, familière et facile à défendre.
Puis il y avait moi, Juliette Whitfield, la fille qui a quitté Greenville après l'université et n'est jamais revenue, sauf pour les vacances, les enterrements, les anniversaires, et la culpabilité. Je n'ai jamais été imprudente, je n'ai jamais été arrêtée, je ne leur ai jamais demandé d'argent, je ne les ai jamais embarrassés d'une manière qui aurait dû compter. Mais j'avais commis un crime plus silencieux aux yeux de mon père. J'avais construit une vie qu'il ne pouvait pas facilement résumer à ses amis. Je ne vivais pas à proximité. Je n'avais pas d'enfant. Je n'amenais pas de Maria. Thanksgiving. Je ne passais pas mes week-ends assises dans le même banc, saluant les mêmes familles, répétant les mêmes histoires jusqu'à ce qu'elles deviennent une preuve d'appartenance. Mon père croyait en la famille, mais ce qu'il voulait dire, c'était la visibilité. Il voulait une famille assez proche pour être photographiée, assez simple pour être expliquée, et assez obéissante pour qu'ils se sentent respectés. Tout ce qui sortait de ce cadre le mettait mal à l'aise. Et quand mon père se sentait mal à l'aise, il en faisait une leçon pour quelqu'un d'autre. Il appelait cela de l'inquiétude, de l'honnêteté, ou vouloir le meilleur pour moi. Mais l'inquiétude ne vous humilie pas devant vos proches. L'honnêteté n'attend pas que tout le monde regarde. Vouloir le meilleur pour quelqu'un ne ressemble pas à une blague conçue pour faire rire toute la table de leur vie. Pendant des années, je l'ai laissé faire ses petits commentaires, parce que c'était plus facile que de commencer une guerre pendant le dîner. Tu travailles trop. Juliette. Cet appartement à Atlanta doit être vide. Ton frère a compris ce qui comptait. Ma mère adoucissait le coup sans retirer le couteau, ton père s'inquiète juste pour toi. Caleb regardait son assiette et faisait semblant de ne pas avoir entendu. Marissa changeait de sujet pour parler des enfants, et je souriais parce que c'était ce que je m'étais entraîné à faire. J'ai souri aux questions sur les rencontres, j'ai souri aux dames de l'église que ma mère essayait de me recommander. J'ai souri quand mon père m'a dit que le succès ne signifiait pas grand-chose si je n'avais personne qui m'attendait à la maison. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que quelqu'un m'attendait à la maison. Depuis 8 ans. Quelqu'un qui connaissait le bruit de mes clés dans la porte. Quelqu'un qui pouvait dire à ma voix si une journée m'avait brisé ou juste un peu plié. Quelqu'un que mon père n'avait jamais eu le droit de rencontrer. Mon travail a été l'une des premières choses que ma famille a appris à mal comprendre volontairement. J'étais directrice des opérations de crise pour une organisation privée de secours en cas de catastrophe, basée à Atlanta. Ce titre semble clair dit rapidement, mais le travail lui-même était tout sauf clair. Cela signifiait des appels téléphoniques à 2 heures du matin, parce qu'un ouragan avait changé de trajectoire. Cela signifiait être dans un centre de commandement temporaire avec 3 téléphones, une batterie d'ordinateur portable mourante, et une liste de familles qui avaient besoin d'un abri avant la nuit. Cela signifiait décider quel camion se déplaçait en premier, quelle équipe médicale était envoyée où, quel comté avait du carburant, quel abri avait de l'électricité, et comment étirer les ressources quand il n'y en avait jamais assez. Je coordonnais l'hébergement d'urgence, les fournitures, les équipes sur le terrain, les unités de bénévoles, les itinéraires de transport, et parfois les conversations horribles que personne d'autre ne voulait avoir. Mon travail existait dans l'espace entre le désastre et la dignité. Quand les gens perdaient tout, mon équipe essayait de s'assurer qu'ils ne se perdaient pas eux-mêmes, non. Plus. J'aimais ce travail. Pas parce qu'il était glamour. Il ne l'était pas. Il n'y avait pas de photos parfaites, pas de fin nette, pas d'applaudissements qui durait plus que la prochaine urgence. La plupart du temps, le succès ressemblait à une mère obtenant un bon de motel avant que ses enfants ne doivent dormir dans une voiture. Cela ressemblait à un homme âgé recevant ses médicaments après 3 jours sans électricité. Cela ressemblait à une ville inondée recevant des douches portables, des générateurs et de l'eau potable avant que les camions d'information ne partent.
Ce genre de travail comptait. Pour moi. Il avait toujours compté pour moi. Mais pour ma famille, ce n'était qu'un autre signe que j'avais choisi la mauvaise vie. Mon père avait l'habitude de dire, courir après les catastrophes n'est pas un avenir, Juliette. Quand vas-tu construire quelque chose qui dure? Il disait ça. Comme si je jouais à faire semblant, comme si j'allais finir par dépasser mon objectif et m'installer dans la vie qu'il avait imaginée pour moi. Ma mère demandait si tout ce stress était la raison pour laquelle je n'avais trouvé personne. Caleb m'a dit un jour gentiment que peut-être j'utilisais le travail comme excuse pour ne pas affronter ma solitude. Je me souviens d'avoir regardé mon téléphone après cet appel, assise dans un aéroport près de Tampa, encore couverte de boue sur mes bottes, après une journée passée avec mon équipe à reloger des familles dans un quartier inondé. J'ai failli lui dire à ce moment-là. J'ai failli dire, je ne suis pas seul. Je suis marié. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que c'était ça, ma famille. Il ne posait pas de questions pour apprendre. Il posait des questions pour confirmer ce qu'il croyait déjà. J'avais essayé de partager la vérité de ma vie de petite manière. Lorsque notre organisation a aidé à reloger des centaines de familles. Après une tempête côtière, j'ai envoyé un article de presse au groupe de discussion familiale. Mon père a répondu « Bon travail » et a immédiatement demandé à Caleb si les enfants avaient gagné leur match de soccer. Quand j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur la gestion des urgences à Denver, j'ai envoyé une photo de la scène. Ma mère a répondu avec un emoji en forme de cœur, puis a écrit 3 paragraphes sur la pièce de théâtre scolaire de mon neveu. Quand j'ai reçu un prix pour le leadership en matière de rétablissement communautaire, j'ai posté une photo de la plaque. Caleb a écrit « C'est génial ». Et 2 minutes plus tard, Marissa a envoyé des photos de leur nouveau dosseret de cuisine. Je ne blâme pas les enfants d'être célébrés. J'aimais ma nièce et mon neveu. Ils étaient innocents dans tout ça. Ce qui faisait mal, c'était de réaliser que dans ma famille, ma vie était toujours une musique de fond. La vie de Caleb était l'événement principal. Son hypothèque, ses enfants, ses promotions, ses vacances, sa carte de Noël familiale. Tout ce qu'il faisait devenait une preuve de stabilité. Tout ce que je faisais devenait un petit détail étrange qu'il ne savait pas comment valoriser. Après un certain temps, j'ai cessé de leur offrir des morceaux de moi-même. Ce n'était pas soudain. C'est arrivé tranquillement. Une mise à jour manquée, un message texte supprimé, une réalisation que je gardais pour moi. Une photographie que j'ai choisi de ne pas envoyer. Je me suis dit que c'était la paix. Je me suis dit que j'étais mature. Mais en réalité, j'apprenais à disparaître de ma propre famille. Sans qu'ils le remarquent. Au moment où j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, j'avais déjà appris une leçon dangereuse. Si quelque chose était précieux pour moi, l'endroit le plus sûr pour le garder était loin de la voix de mon père. J'ai rencontré Ethan Bellamy à la Nouvelle-Orléans, lors d'une conférence sur la récupération après un ouragan que j'avais presque annulé. J'étais épuisé cette semaine-là, fonctionnant au café noir et au sommeil d'hôtel. Et je me souviens d'être assise au fond d'une salle de conférence, pensant que si une personne de plus utilisait l'expression « résilience à long terme », sans expliquer comment la financer, j'allais partir. Puis Ethan s'est levé pendant un panel et a poliment contredit presque tout le monde sur scène. Il était architecte, spécialisé dans le logement de récupération communautaire après les inondations, les ouragans et les incendies de forêt. Il ne parlait pas comme un homme essayant d'impressionner une pièce. Il parlait comme quelqu'un qui avait vu suffisamment de quartiers détruits pour savoir que les bonnes intentions pouvaient toujours construire de mauvaises solutions. Je l'ai interpellé pendant la période de questions, car je pensais que son calendrier n'était pas réaliste.
Il a soutenu que les logements d'urgence construits trop rapidement pouvaient piéger les familles dans des conditions dangereuses pendant des années. J'ai soutenu que les familles sans toit n'avaient pas le luxe d'attendre une conception parfaite. Il m'a regardé, a hoché la tête, et a dit, alors la réponse doit être rapide et digne. Pas rapide au lieu de digne. J'ai détesté à quel point j'aimais cette phrase. Après le panel, je m'attendais à ce qu'il m'évite. Au lieu de cela, il m'a trouvé près de la station de café et a dit, je pense que nous avions tous les deux raison. Ce qui est ennuyeux, parce que cela signifie que le travail est plus difficile. C'était la première chose qu'Ethan m'a dite quand nous n'étions pas devant un microphone. J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Nous avons parlé pendant près de 4 heures. D'abord des modèles de logement. Des retards de financement fédéraux, des problèmes de zonage, et pourquoi la récupération après une catastrophe punissait toujours les familles les plus pauvres 2 fois. Puis d'Atlanta, de la Nouvelle-Orléans, de l'enfance, de la musique, de la mauvaise nourriture d'aéroport, et de l'étrange solitude d'un travail qui importait trop pour être laissé de côté. Ethan avait des yeux calmes, du genre qui ne presse pas les gens. Il écoutait, sans attendre son tour de parler. Je n'y étais pas habitué. Dans ma famille, le silence signifiait généralement le jugement. Avec Ethan, le silence semblait être de l'espace. 7 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle à Savannah, après une tempête estivale. Il y avait 11 personnes, toutes des amis, aucun parent de mon côté, sauf une cousine plus âgée en qui j'avais plus confiance que la plupart des gens de ma lignée. Je portais une simple robe ivoire. Ethan a pleuré avant que je n'arrive devant l'autel, ce dont je l'ai taquiné pendant des années. Après la cérémonie, nous avons mangé des fruits de mer dans un petit restaurant près de la rivière, et le propriétaire nous a envoyé une part de gâteau, parce qu'il a dit que quiconque était prêt à se marier par ce temps méritait du sucre. Ce n'était pas le genre de mariage que ma mère aurait planifié. Il n'y avait pas d'annonce à l'église, pas de drame de plan de table, pas de discours de famille, pas de danse père-fille où mon père aurait pu afficher sa fierté devant un public. C'était calme, sincère et le nôtre. C'est exactement pourquoi je l'ai aimé. Les gens demandent pourquoi je n'ai pas dit à ma famille. La réponse n'est pas que j'avais honte. Je n'ai jamais eu honte d'Ethan. J'étais fier de lui dès le début. Je ne leur ai pas dit parce que je pouvais déjà entendre ce que mon père ferait de la nouvelle. Il demanderait pourquoi Ethan n'était pas de Greenville. Il demanderait pourquoi son travail l'emmenait dans des zones sinistrées au lieu d'un bureau stable. Il demanderait si sa famille était respectable. Il demanderait pourquoi nous étions dépêchés. Même si 7 mois à connaître Ethan semblait plus honnête que 35 ans d'incompréhension à la table de mes parents, il transformerait mon mariage en procès et se ferait juge. Ethan savait tout cela. Je lui en ai dit plus que je ne voulais l'admettre. Un soir, quelques semaines avant le mariage, je lui ai demandé s'il pensait que j'étais injuste en ne les invitant pas. Il est resté silencieux un instant, puis a pris ma main et a dit « Je n'ai pas besoin d'être accepté par des gens qui n'ont pas encore appris à te respecter. » Cette phrase a réglé quelque chose en moi, non pas parce qu'elle a tout résolu, mais parce qu'elle a nommé la vérité. Ma famille ne manquait pas simplement d'informations sur moi. Elle manquait de respect pour les informations qu'elle avait déjà. Alors, j'ai gardé mon mariage privé, non pas caché par honte, mais protégé du mépris. Pendant 8 ans, Ethan a été mon foyer, mon témoin, et la partie de ma vie que mon père ne pouvait pas atteindre. Notre mariage n'était pas parfait. Comme les gens le prétendent en ligne, de manière polie et mise en scène. C'était mieux que ça. C'était réel. Ethan et moi avons construit une vie à Atlanta qui n'avait pas besoin de se montrer à quiconque. Nous avions une petite maison avec trop de livres,
un Porsche arrière plein de plantes, et un vieux chien de sauvetage nommé Murphy qui croyait que chaque orage était une attaque personnelle. Nos horaires étaient ridicules. Parfois, Ethan était en Géorgie côtière, à examiner des plans de logements résistants aux inondations, tandis que je coordonnais des opérations d'abri 3 états plus loin. Parfois, nous dînions à 22h30, debout dans la cuisine, parce qu'aucun de nous n'avait l'énergie de s'asseoir. Parfois, nos cadeaux d'anniversaire étaient des choses pratiques comme des écouteurs anti-bruit, de meilleurs bagages, ou une année inoubliable, un générateur après qu'une tempête ait coupé l'électricité dans la moitié de notre quartier. Mais il y avait de l'amour dans tout cela. Ethan savait comment je prenais mon café quand j'étais en colère au plus fort que d'habitude, et dans la tasse bleue ébréchée. Je savais qu'il faisait semblant de ne pas se soucier des récompenses, mais qu'il conservait chaque mot de remerciement manuscrit des communautés qu'il avait aidé à reconstruire. Il venait à mes discours quand il le pouvait, s'asseyant toujours là où je pouvais le voir. Je révisais ses propositions de projet tard le soir, en encerclant des phrases et en écrivant des commentaires dans les marges. Nous n'étions pas seuls. Nous étions occupés, fatigués, têtus, reconnaissants, et profondément ensemble. C'est ce qui rendait le secret compliqué. Il nous protégeait, oui. Mais la protection peut devenir un mur, même si on l'a construit pour de bonnes raisons. Je rentrais seul à Greenville pour Thanksgiving, seul pour les anniversaires, seul pour le spectacle de danse de ma nièce, seul pour le dîner de retraite de mon père. Chaque fois, mon siège passager vide devenait la preuve de l'histoire que ma famille voulait raconter à mon sujet. Tu aurais pu amener quelqu'un, disait ma mère, comme si j'avais un placard plein d'hommes convenables et que j'avais simplement oublié d'en emporter un. Mon père plaisantait sur le fait d'économiser de l'argent, car il n'avait à mettre qu'une place pour moi. Caleb demandait si je voyais quelqu'un, puis ajoutait rapidement, pas de pression. Ce qui rendait la chose encore pire. J'ai appris à mentir de petites manières ennuyeuses. Ethan était un appel professionnel. Notre voyage d'anniversaire était une conférence. L'alliance en argent que je portais sur une chaîne sous ma blouse n'avait rien de sentimental. Lorsque ma mère a fêté son 62e anniversaire, j'ai conduit jusqu'à Greenville sans lui et j'ai regardé mon père porter un toast sur la famille étant les personnes qui se présentent. Je me souviens d'être assise là, les mains jointes sur mes genoux, pensant à Ethan II. Retour à Atlanta, mangeant de la soupe réchauffée, parce que j'avais choisi, une fois de plus, de ne pas l'amener dans une pièce qui ne saurait pas comment l'honorer. C'était l'une des premières fois où le secret ressemblait moins à une protection et plus à une punition. Non pas une punition pour ma famille, une punition pour moi. Ethan n'a jamais exigé que je le change. C'était le plus difficile. S'il avait été en colère, peut-être aurais-je pu argumenter. S'il m'avait accusé de le cacher, peut-être aurais-je pu me défendre. Mais il comprenait trop. Il m'embrassait le front avant que je parte pour des événements familiaux et disait « Rentre à la maison quand tu seras prête ». La patience dans cette phrase me brisait un peu plus le cœur chaque fois. Arriva le dîner du réveillon du Nouvel An, qui a tout changé. J'étais fatigué, d'une manière que le sommeil ne pouvait réparer. Mon père avait envoyé un message 3 jours plus tôt, soit à l'heure. La famille est plus importante qu'une autre urgence au travail. J'ai regardé ce message longtemps. Cette semaine-là, Ethan était au Texas, aidant à examiner des plans de logement pour un comté rural inondé, et il avait proposé de revenir plus tôt. Je lui ai dit de ne pas le faire. J'ai dit que ce ne serait qu'un dîner. Juste quelques heures. Juste une soirée de plus à sourire à des commentaires que j'avais déjà entendus. Il n'avait pas l'air convaincu, mais il me faisait confiance. Appelle-moi. Minuit, a-t-il dit. Quoi qu'il arrive.
J'ai promis que je le ferais. Quand j'ai conduit jusqu'à Greenville, je me suis dit que j'y allais parce que ma mère avait l'air fatiguée au téléphone. Je me suis dit que j'y allais parce que la famille était compliquée et que je ne voulais pas être cruel. Mais au fond de moi, je crois que je savais que j'étais près de la fin de ce que je pouvais supporter. J'avais passé 8 ans à protéger ma paix. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais près de me protéger enfin moi-même. Alors quand mon père a frappé la table et a dit « Explique-toi maintenant ». Je n'ai pas tressailli, ce qui m'a surprise plus que quiconque. Pendant la majeure partie de ma vie, ce ton avait suffi à me rabaisser. C'était la voix qu'il utilisait quand une facture était en retard, quand Caleb avait rayé la voiture adolescent, quand je suis rentré de l'université et que j'ai dit « Je ne vais peut-être pas retourner vivre à Greenville ». C'était la voix d'un homme qui croyait que le volume était la même chose que l'autorité. Mais cette nuit-là, le son de sa paume sur la table ne m'a pas fait peur. Cela a fait quelque chose en moi se figer. J'ai pris mon téléphone, ouvert mes photos, et tourné l'écran vers eux. La première photo était de notre jour de mariage à Savannah. Ethan se tenait devant moi dans un costume sombre. La pluie brillait encore sur les fenêtres de la chapelle derrière nous, tenant mes mains comme s'il venait de recevoir l'avenir et ne voulait pas le laisser tomber. J'ai entendu ma mère inspirer brusquement. J'ai fait glisser l'écran vers la photo suivante. Ethan et moi à Porto Rico, en sueur et brûlés par le soleil, debout à côté d'une rangée de maisons nouvellement construites et résistantes aux tempêtes. Une autre photo. Nous deux à un gala de leadership en matière de rétablissement à Nashville, sa main posée légèrement sur mon dos pendant que je riais de quelque chose hors champ. Une autre, notre 5e anniversaire dans les Blue Ridge Mountains, enveloppés dans des couvertures sur le porche d'une cabane, Murphy endormi entre nous. Une autre, Ethan dans le public lors de ma cérémonie de remise de prix à Atlanta, l'air si fier que cela me serrait encore la gorge. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. Caleb semblait stupéfait. Marissa couvrait sa bouche. Les yeux de ma mère passaient de mon visage au téléphone, comme si elle essayait de faire apparaître 8 ans en sang. Inverse. Mon père fut le premier à rompre le silence. C'est ridicule, dit-il, mais sa voix avait perdu de sa force. Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous êtes mariés depuis 8 ans, et que vous ne l'avez jamais mentionné? Oui. Dis-je, parce que c'est ce qui s'est passé. Le mariage n'est pas quelque chose que l'on cache comme un compte bancaire secret, il s'est exclamé. Essayez-vous d'embarrasser cette famille? J'ai presque ri alors. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que même face à la preuve de ma vie, son premier instinct était de faire de mon mariage une question de réputation. Non, dis-je, j'essayais de protéger quelque chose de précieux d'une pièce qui n'a jamais traité quoi que ce soit de précieux pour moi avec soin. Le visage de ma mère s'est un peu froissé. Juliette, pourquoi dirais-tu ça? Parce que c'est vrai. Ma voix n'a pas tremblé. Je l'ai regardé, puis Caleb. Puis mon père. Savez-vous ce que je fais réellement comme travail? Pas là. Version vague. Pas Juliette voyage trop ou Juliette est d'après les tempêtes. Savez-vous ce que mon travail est? Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a murmuré, tu coordonnes des programmes de secours. Je dirige des opérations de crise dans plusieurs États, ai-je dit. Je gère des réseaux d'abris d'urgence, des équipes de terrain, des chaînes d'approvisionnement et la logistique de rétablissement, lorsque des communautés s'effondrent. L'année dernière, mon équipe a aidé à placer plus de 900 personnes déplacées dans des logements temporaires sûrs, après 2 grandes tempêtes. J'ai envoyé l'article au groupe de discussion familiale. Caleb a baissé les yeux. Il s'en souvenait. Papa a répondu avec un pouce levé, ai-je poursuivi. Puis a
Demandez à Caleb à propos de la petite ligue. Quand j'ai remporté le prix de leadership en matière de rétablissement à Atlanta, j'ai envoyé une photo. Maman a envoyé un cœur. Et puis nous avons passé 40 minutes à parler de la rénovation. De la cuisine de Marissa. Quand j'ai donné un discours à Denver sur la réponse aux catastrophes rurales, j'ai envoyé le lien. Personne ne l'a regardé. Ma mère a commencé à prononcer mon nom, mais j'ai continué. Pas bruyamment, cela importait. Je ne criais pas. Je témoignais. J'ai arrêté de partager, parce que chaque chose importante dans ma vie disparaissait dans cette famille. Cela devenait un arrière-plan. Cela devenait quelque chose à reconnaître poliment. Avant de revenir aux vies que vous compreniez. Alors quand j'ai rencontré quelqu'un que j'aimais, quelqu'un de gentil, de brillant et de stable, quelqu'un qui écoutait vraiment quand je parlais, j'ai fait un choix. Je l'ai gardé loin de cette table. La mâchoire de mon père s'est crispée. Donc c'est de notre faute. Non, ai-je dit, mes choix sont les miens, mais la raison pour laquelle ces choix semblaient nécessaires appartient à cette pièce. Cela a fait mouche. J'ai vu que ça a frappé Caleb en premier. Son visage a changé, pas de manière spectaculaire, juste assez pour que je sache qu'il avait enfin compris que sa place dorée dans la famille avait été construite, en partie, sur mon effacement. Mon père a repoussé sa chaise. Je ne serai pas sermonné dans ma propre maison. Alors écoutez plutôt. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir, et pour une fois, je ne les ai pas repris. Vous m'avez appelé solitaire pendant des années, parce que cela vous faisait vous sentir bien. Vous m'avez appelé égoïste, parce que ma vie ne tournait pas autour de la vôtre. Vous avez appelé mon travail instable, parce que vous ne saviez pas comment faire étalage à l'église. Et ce soir, vous avez essayé de m'humilier devant tout le monde, parce que vous pensiez que je n'avais aucune preuve que j'étais aimé. Son visage est devenu rouge. Ma mère avait des larmes aux yeux maintenant. Mais je ne pouvais pas dire si elles étaient pour moi, ou pour l'inconfort d'entendre enfin la vérité en public. Je me suis levé et j'ai attrapé mon manteau. Vous n'avez pas le droit de rencontrer Ethan, parce que vous êtes curieux. Vous n'avez pas accès à mon mariage, parce que votre fierté est blessée. Si jamais vous rencontrez mon mari, ce sera parce que vous aurez d'abord appris à respecter votre fille. Mon père a prononcé mon nom, plus bas. Cette fois. Peut-être un avertissement, peut-être une supplication. Je ne me souciais plus de savoir quoi. Je l'ai regardé et j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour être jugé. Je suis venu ici pour dire au revoir à la version 2. Moi-même qui demandais toujours la permission. Puis je suis parti, avant que le plat principal ne soit servi. Derrière moi, personne n'a ri. Personne ne m'a appelé, sauf ma mère. Et même. Elle n'a prononcé mon nom qu'une seule fois, comme si elle savait qu'elle n'avait pas le droit de me demander de rester. Dehors, l'air froid semblait honnête. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était Ethan. Juste 2 mots. Ça va? Pour la première fois de la nuit, j'ai souri. J'ai répondu, ça ira. Puis je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté la maison où j'avais passé trop d'années à me rabaisser. L'après-coup n'est pas arrivé comme un éclair. Il est arrivé comme une lente fissure dans du verre. Au début, il y a eu le silence. Pas d'appel cette nuit-là, pas d'excuses le lendemain matin. Juste un seul message de Caleb qui disait, je n'en avais aucune idée. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre, je sais. C'était en partie le problème. Ma mère a appelé 2 jours plus tard, mais je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal qui commençait par « Ton père est contrarié ». Et je l'ai supprimé avant que la phrase ne puisse se terminer. J'en avais fini de traiter son inconfort comme une urgence. À la fin de la semaine, l'histoire avait commencé à circuler dans la famille.
Car les secrets ne restent pas immobiles une fois qu'ils s'échappent d'une salle. À manger. Une tante a appelé ma mère, demandant s'il était vrai que j'étais marié depuis des années. Une cousine a trouvé une vidéo d'un de mes discours de conférence en ligne et l'a envoyée au chat familial avec le message. Juliette est incroyable. Pourquoi personne ne nous a-t-elle parlé de ça? C'est alors que mon père a commencé à comprendre la partie qui le blessait le plus. Non seulement il s'était trompé, mais il s'était trompé publiquement. L'image qu'il avait passé des années à polir le persage, l'homme respecté, celui qui savait à quoi ressemblait une famille réussir s'était fissuré devant les personnes même qu'il voulait impressionner. Une semaine plus tard, quelqu'un de son église a mentionné qu'il avait vu le travail de mon organisation présenté dans un reportage régional après une intervention en cas d'inondation. Mon père, qui aimait paraître informé, a dû rester là et admettre qu'il ne l'avait pas vu. Pour un homme comme Grant Whitfield, c'était une punition plus vive que de crier. Il a dû faire face au fait que des étrangers en savaient plus sur la vie de sa fille que lui. Ma mère a rappelé après cela. Cette fois, son message était différent. Elle n'a pas mentionné les sentiments de mon père. Elle a dit : « Juliette, je suis désolé que nous t'ayons rendu plus facile de cacher ta joie que de la partager. » Ce fut la première phrase qui m'a fait la rappeler. Je ne lui ai pas pardonné lors de cet appel téléphonique. Je dois être clair à ce sujet. Le vrai pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne parce que la personne qui nous a blessés se sent enfin mal. Je lui ai demandé de quoi elle était désolée. Elle a pleuré, mais elle a répondu. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir laissé mon père transformer l'inquiétude en critique. Elle était désolée d'avoir agi comme si le mariage et les enfants étaient la seule preuve d'une vie significative. Elle était désolée de m'avoir appris que les bonnes nouvelles étaient plus sûres lorsqu'elles étaient gardées secrètes. C'était la première conversation honnête que j'ai jamais eue avec ma mère. Puis elle a demandé si elle pouvait rencontrer Ethan. Je lui ai dit que je lui poserais la question et je lui ai dit qu'il y aurait des règles. Pas de blague. Sur le temps que cela avait pris. Pas de questions sur les enfants. Pas de commentaires sur les raisons pour lesquelles nous avions choisi un petit mariage. Pas de faire semblant que les 8 dernières années avaient été une légère incompréhension. S'il venait chez nous, il venait avec respect, ou il ne venait pas du tout. En mars, Ethan et moi avons organisé notre dîner du 8e anniversaire à Atlanta. Mes parents sont venus. Caleb est venu aussi, sans Marissa et les enfants, parce qu'il a dit qu'il devait être présent sans se cacher derrière le bruit de la famille. Ethan a ouvert la porte lui-même. Il n'a pas agi froidement. Il n'a pas agi avec empressement non plus. Il était poli, calme et stable, comme il l'avait toujours été. Ma mère a apporté des fleurets. L'a regardé avec le visage de quelqu'un qui réalisait qu'elle avait manqué une personne, pas seulement une information. Caleb lui a serré la main et a dit : « Je vous dois aussi des excuses, même si nous venons de nous rencontrer. » Ethan a hoché la tête et a dit : « J'apprécie. » Mon père a été le dernier à parler. Pendant la majeure partie du dîner, il a été plus silencieux que je ne l'avais jamais vu. Il a interrogé Ethan sur ses projets de logement, et je pouvais dire, à la manière prudente dont il formulait la question, qu'il avait fait des recherches sur lui il y a des années. Cela aurait pu me rendre émotive. Cette nuit-là, je l'ai laissé être seulement un commencement. Après le dessert, mon père s'est levé au bout de notre table à manger. Ses mains étaient jointes devant lui, et pour une fois, il ressemblait moins à un juge qu'à un vieil homme qui avait enfin découvert le coup de sa certitude. Il a dit : « Juliette, j'avais tort. » Personne ne l'a interrompu. J'ai mesuré ta vie à l'aune de ce qui avait du sens pour moi. J'ai confondu le contrôle avec l'inquiétude. Je t'ai embarrassé parce que je pensais avoir le droit de définir si tu étais heureuse. Je n'avais pas ce droit. Et Ethan,
je suis désolé que mon comportement ait fait de cette famille un endroit où ma fille a senti qu'elle devait te protéger. La pièce était complètement immobile. Cette excuse n'a pas effacé 8 ans. Elle ne lui a pas donné un accès instantané à toutes les parties de ma vie. Mais elle a fait quelque chose d'important. Elle a placé la vérité là où elle devait être, non pas sur moi, mais sur lui. Plus tard. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Ethan et moi étions dans la cuisine, chargeant les assiettes dans le lave-vaisselle. Je me sentais plus légère, mais pas parce que tout était réparé. Tout n'était pas réparé. Mon père devrait gagner ma confiance lentement. Ma mère devrait apprendre à écouter, sans lisser les parties difficiles. Caleb devrait remarquer quand le silence le rendait confortable aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais pour la première fois, je ne portais plus seul le mensonge familial. La leçon que j'ai apprise est celle que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'amour sans respect peut devenir du contrôle. Une famille sans écoute peut devenir un endroit où les gens cachent les meilleures parties d'eux-mêmes. Et personne ne devrait avoir à réduire son bonheur, simplement parce que quelqu'un d'autre ne comprend qu'une seule version d'une vie réussie. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons des livres ou des carrières. Parfois, la connaissance la plus précieuse vient de la compréhension enfin de notre propre valeur, de l'établissement de limites saines, et du refus de laisser la honte parler plus fort que la vérité. Je crois toujours que les familles peuvent changer, mais seulement lorsque l'honnêteté est plus forte que la fierté. Et si vous avez déjà caché une partie de votre vie, parce que les personnes les plus proches de vous vous ont fait sentir jugé. Au lieu d'aimer, j'espère que vous vous en souviendrez, votre paix n'est pas un manque de respect. Vos limites ne sont pas de la cruauté, et votre bonheur n'a pas besoin de la permission de quiconque a refusé de voir votre valeur quand elle était juste devant eux. L'équipe derrière Revenge Broken Trust travaille dur pour créer des histoires significatives, émotionnelles et bien conçues, qui laissent au spectateur quelque chose de précieux à méditer. Ceci est une histoire fictive, créée à des fins éducatives, visant à partager des leçons utiles et des messages positifs avec notre public. Le père dans cette histoire est un exemple douloureux de la façon dont l'orgueil et le jugement peuvent endommager une famille plus qu'ils ne le réalisent. Il croyait avoir le droit de définir le bonheur de sa fille, mais finalement, il a dû faire face aux conséquences de sa propre arrogance. Si vous aviez été à la place de Juliette, comment auriez-vous géré un père comme lui? Lui pardonneriez-vous après des excuses sincères, ou garderiez-vous vos distances jusqu'à ce qu'il change réellement?